Bonsoir. Bonsoir André, Bonsoir Kenza. ça va? Ça va bien et toi? Tout va bien, tout va bien, on a réussi à lancer le live, c'est parfait. C'est parfait. La technique est bonne. Exactement. Bon, on va pouvoir commencer du coup. Bien sûr. Euh, Moi, je vais d'abord commencer même par me présenter, même si c'est pas dans les règles de l'art, mais donc je m'appelle Kenza. Et pour le live de ce soir, j'incarnerai un peu une semaine pour sauver sa peau, la semaine de prévention et de dépistage des cancers de la peau organisée par le syndicat national des dermatologues vénéréologues. Mais je ne suis pas dermato, justement, et c'est bien pour ça que j'avais besoin de toi. Donc, je vais te laisser te présenter Oui, aussi. bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Audrey, alias Dermatodrey sur les réseaux sociaux. Je suis médecin, donc dermatologue, enfin dermato-vénérologue. On en parle, on plaisantait là-dessus cet après-midi. Donc, je suis médecin spécialiste de la peau. Et parmi les problèmes de peau qu'on rencontre tous les jours au cabinet, il y a les cancers de la peau dont on va parler ce soir. Donc, moi, je fais du contenu d'information sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, et en plus de mon activité médicale plus traditionnelle. En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir accepté de participer à cette semaine, de faire ce live avec nous ce soir. Donc, assez rapidement, je vais présenter l'événement de manière Mm. globale. Qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, c'est la 23e édition de la semaine de prévention et de dépistage des cancers de la peau, comme on l'a dit. C'est une initiative donc du syndicat du SNDV pour permettre tous les ans, en fait, d'attirer l'attention sur les cancers de la peau, sur la prévention nécessaire des cancers de la peau et leur dépistage précoce. Donc en fait, on fait ça tout particulièrement juste avant l'été. On est la dernière semaine avant l'été, les beaux jours reviennent, la chaleur revient. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous, on s'en est tous bien rendu Ah, compte. c'est clair, Et, c'est euh, clair. et du coup, voilà, notre intérêt, c'est de prévenir, d'accompagner un maximum sur toute Mm. la prévention qu'il y a à faire. D'informer en fait, de prévenir, d'aider au dépistage, d'informer sur qu'est-ce que sont les cancers de la peau, et puis aussi de faire comprendre aux patients qui en sont atteints que vraiment ils sont pas seuls, vu le nombre de personnes touchées. Et je pense que c'est toujours positif de se sentir au sein un peu d'une grande équipe, quoi. Exactement. Et du coup, je pense qu'on peut commencer avec ce que tu as dit, un peu à rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on dit depuis le début, d'ailleurs, on parle des cancers de la peau. Mm. Mais en fait, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on va parler des cancers de la peau? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de cancers de la peau. Alors c'est vrai qu'on parle de des cancers de la peau, alors que pour d'autres organes, on va parler du cancer du sein, du cancer de la prostate, Exactement, oui. parce que il y a quand même pour ces organes-là, il y a un type qui est vraiment prédominant. Pour les cancers de la peau, il y en a plusieurs, parce qu'en fait, il y a plusieurs types de cellules dans la peau. Les cancers de la peau, principalement, 90%, ça va toucher l'épiderme. L'épiderme, c'est la couche la plus superficielle de notre peau. Et au sein de cet épiderme, il y a deux types de cellules. Ce qui fait la texture de l'épiderme, c'est des cellules qu'on appelle les kératinocytes, qui fabriquent la kératine, donc ça vous dit quelque chose. C'est ce qui fait le côté solide un peu de l'épiderme. Et ces cellules-là, quand elles dégénèrent, ça donne des carcinomes. Carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde. Voilà, il y a plein de petits sous-types, on va dire les carcinomes en général. Ouais, Et les carcinomes, c'est vraiment les cancers de la peau les plus fréquents. Pour donner un ordre de grandeur, des carcinomes, il y en a au moins 80 000 par an. Les statistiques sont un peu difficiles à obtenir parce qu'en fait, ils sont pas tous déclarés. Contrairement au d'accord. mélanome, l'autre type de cancer. Mhm. Et donc, je disais, dans l'épiderme, il y a plusieurs types de cellules. Il y a aussi des mélanocytes qui fabriquent la mélanine. La mélanine, tout le monde connaît, ça aussi, c'est le bronzage, c'est le pigment La couleur de naturel de la peau. peau. Voilà, exactement, c'est tout à fait, t'as raison, c'est le bronzage, donc déclenché par l'exposition au soleil, Mhm. mais ça dépend aussi de notre couleur de peau de base. Ouais. Moi, de base, on voit, j'ai pas de mélanine, voilà, c'est fait. Toi, tu en fabriques déjà Un un peu peu plus plus. naturellement. Et puis, il y a les personnes qui sont noires qui ont naturellement une fabrication de mélanine qui est plus importante. Donc, la mélanine, c'est ce qui est fabriqué par les mélanocytes. Quand ces mélanocytes décident de dégénérer sous forme de tumeur maligne ou de cancer, ça s'appelle un mélanome. Et un mélanome, il y en a à peu près 15 000 par an en D'accord. France. 15 000 D'accord. nouveaux cas
par an en France. Donc, pour donner un ordre de grandeur, du carcinome, on est plutôt autour de presque 100 000 et les mélanomes 15 000. Donc les mélanomes, c'est beaucoup plus rare, Ouais. mais c'est quand même important, c'est très important d'en parler parce que en termes de gravité, ils sont quand même, on va dire, un peu plus graves que les carcinomes parce que le plus souvent, les carcinomes, on les opère et puis les gens, ils en sont débarrassés. Alors c'est sûr, D'accord. ça peut revenir, mais on est sur un risque qui est essentiellement local. C'est-à-dire D'accord. que si j'ai un carcinome ici, Mhm. je vais me faire opérer ici, on va m'enlever, bon, un gros Et ce morceau sera de bon. peau, ok. Ouais. Mais après, voilà, après, normalement, c'est bon. Si une récidive se produit, elle va se reproduire au même endroit, bon, ben, on réopérera. D'accord. Le problème avec les mélanomes, c'est qu'il y a plus de risques de métastase. C'est-à-dire que Mhm. j'ai un mélanome ici, et en fait, ben, je le laisse un peu pousser pendant quelques mois, Mhm. il est détecté, il est opéré, il est enlevé, mais Ouais. en fait, il reste, soit il y a des cellules qui ont déjà réussi à passer dans la circulation et qui peuvent concerner d'autres organes, soit en fait, même s'il a été enlevé en entier, Mhm. il y avait des cellules un peu à distance et ces cellules-là, elles peuvent continuer à se développer par la suite et redonner du mélanome dans d'autres organes avec un risque, malheureusement, un risque vital. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est un cancer qui est considéré comme grave parce que on peut en mourir. Alors qu'un carcinome basocellulaire, on peut être très très enquiquiné, mais en mourir c'est exceptionnel. D'accord. Donc là, on a vraiment d'un côté, pour faire simple, les carcinomes Mm, très nombreux, parce qu'au au mm. final, si on prend juste leur nombre, c'est les cancers les plus C'est répandus, énorme. au C'est final. le cancer. Et tout à fait. En fait, ils Mhm. sont presque tellement fréquents que je sais pas pourquoi, ils ont été virés des statistiques du cancer. Parce qu'on dit oui, le cancer le plus fréquent, c'est le cancer du sein, de la prostate, du côlon, Oui, bah etc. oui, c'est Et ça. nous, en Exactement. fait, on est on est 2 ou 3 fois plus, mais non, mais vous, non. Donc non, c'est bien de Donc, le rappeler là, au moins de le dire, parce que et c'est vrai ce que tu dis, au moins de se dire les gens ne sont pas seuls. Parce que c'est vrai, je suppose qu'on peut avoir l'impression mm, quand on a un carcinome, si on n'en entend pas parler, des cancers de la peau, que c'est quelque chose d'assez rare, ou alors qu'au final, tout à voilà, fait. c'est le cancer le plus répandu. Heureusement, il est moins Mm, grave, mais mm, c'est un cancer extrêmement répandu. Et du coup, tout on à va fait. avoir le mélanome, donc plus rare, là en effet par Mm. contre, mais vraiment plus dangereux. Et là, c'est de là tout l'intérêt de, je pense, de prévenir, au final, de sensibiliser sur ce De qui peut prévenir arriver. et dépister, c'est-à-dire Voilà. dépister, ça veut dire diagnostiquer au plus tôt, quand la lésion est la Mhm. plus petite possible, parce qu'il y a toujours un meilleur pronostic quand on dépiste quelque chose de petit. Il peut être enlevé, Plus voilà, avec un facilement, ouais. minimum de Mhm. cicatrices, etc. Juste un petit souci, Ouais. moustique. Ah oui. Et, Au revoir. mais justement, De- tu en parlais sur un peu là sur au final, les traitements. Comment Mm, est-ce que ces cancers-là se traitent? Alors, carcinome, tu as dit voilà, on peut enlever un bout, le bout de peau, je suppose, mm. autour du carcinome. Et le mélanome, voilà, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des techniques différentes suivant le cancer et suivant aussi peut-être la précocité avec laquelle il est dépisté? Alors la chirurgie, c'est vraiment le gold standard, c'est-à-dire le traitement un D'accord. peu de référence en fait dans quasiment tous les cancers de la peau, les carcinomes, les mélanomes. Alors on n'a pas parlé, il y a d'autres types de cancers de la peau encore plus rares, des lymphomes, Hmm. d'autres formes de carcinomes, etc., dont on va pas parler aujourd'hui parce que sinon là on va perdre tout le monde. Je voyais en commentaire, les carcinomes épidermoïdes peuvent être dangereux aussi. Effectivement, les carcinomes épidermoïdes peuvent métastaser. Mhm. C'est quand même plus rare que pour les mélanomes. Et puis, les carcinomes épidermoïdes souvent touchent les personnes plus âgées. Donc, on n'est D'accord. pas sur le même type de terrain non plus. Mais oui, les épidermoïdes ont un potentiel métastatique aussi. Surtout, on dit lymphophile, ça veut dire dans les ganglions lymphatiques, D'accord. plus que dans les organes viscéraux, quoi, les poumons, ce genre de choses. Donc, pour répondre à ta question sur le traitement, en règle générale, c'est une chirurgie, c'est-à-dire D'accord. que on va repérer où est la tumeur, Mhm. déjà à l'œil nu, et puis définir une marge qui va dépendre en fait du type exact de tumeur. Pour les basocellulaires, ça va être autour de 4 millimètres autour. Donc, D'accord. vous imaginez votre bouton qui fait peut-être 1 centimètre de large, Mhm. mais il faut dessiner un rond de 4 millimètres D'accord. de largeur tout Mhm. autour et on va enlever toute cette zone-là. En D'accord. général, on n'enlève pas quelque chose de rond sur la peau parce que Mhm. c'est comme si vous faites un trou Oui. rond dans votre vêtement.
quand vous essayez de refermer, ben, ça fait des plis comme ça. Et Forcément, les ouais. plis sur la peau, c'est pas très beau non Ouais. plus. Donc, on est obligé de faire des cicatrices qui sont un peu plus allongées. D'accord, Donc, c'est ouais, vrai que ça fait souvent des balafres qui sont assez longues, d'accord, mais c'est la rançon, on appelle ça la rançon cicatricielle, d'accord, pour être sûr d'être débarrassé complètement de la lésion. Pour les carcinomes, on fait comme ça. Pour les mélanomes, la taille des marges est un peu plus importante. d'accord, Elle ouais, va être entre 5 mm jusqu'à 2 centimètres. Donc d'accord, ouais. imaginez au niveau du visage, vous avez un truc qui fait quelques millimètres, on vous demande d'enlever 2 centimètres autour. Autour, ouais. Ça peut être un peu chaud au Ouais, ouais, niveau esthétique après, sans parler voilà du risque vital, hein, mais ça peut être un peu oui. chaud. Et puis pour les mélanomes, on a besoin également de faire un bilan d'extension, D'accord. c'est-à-dire de vérifier, alors au moins par l'examen clinique, c'est-à-dire on examine la personne, on palpe les ganglions, le ventre, et on regarde bien toute la peau, etc., voir s'il n'y a pas de métastases déjà visibles de mélanome. Si c'est un mélanome qui est assez petit, on peut s'arrêter là, il n'y a pas Ok. d'examen complémentaire, voilà. Et s'il est un peu plus gros, on va faire une échographie et ou un scanner du corps entier, qui le plus souvent ne montre pas de métastase. Hein, Oui. voilà. Rassurez-vous, même si voilà vous êtes en train d'écouter puis qu'on vient de vous diagnostiquer un mélanome et que vous avez un scanner à faire, euh, la grande majorité des cas, au diagnostic, il n'y a rien du tout. Mais ce scanner, il est important pour faire une sorte de photo initiale et pour pouvoir faire un suivi. Parce qu'au scanner initial, on découvre plein de particularités Mhm. personnelles, qu'on a des kystes au niveau des reins ou du foie ou n'importe quoi. Et en fait, si on fait ce scanner juste au moment où on a un doute et qu'on se trouve avec ces lésions qui en fait sont bénignes, on n'aura pas leur évolution. Alors que si en D'accord. fait on savait que depuis 2017 vous avez des kystes aux reins et qu'ils n'ont pas bougé, on est tranquille. D'accord. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vois, et bien sûr, je vois bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints depuis. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous poser des questions. On essaiera de Oui, regarder quand même, de répondre en direct. Et pour rassurer une des personnes, on va bien enregistrer le live et vous pourrez le retrouver à la fois sur Sauver sa peau, mais aussi sur les réseaux de d'Audrey. oui, je le mettrai sur YouTube. Voilà, mes abonnés savent que les lives que je n'héberge pas moi-même, je les mets en replay sur YouTube après, euh, quelques temps après. Parfait. Mais là, on a parlé même un peu des cancers de la peau, de ce que c'était, de comment les traiter. Mais au final, peut-être revenir un peu en arrière. Comment on développe un cancer de la peau? Comment est-ce que ça se développe? Quelles sont les principales causes au final de ce cancer? Je parle de cancer de manière générale en englobant les deux, mais qui est du coup Mm, extrêmement répandu. Donc voilà, quels sont les gros risques au final mm. de développer un cancer de la peau? Alors, le cancer, que ce soit un cancer de la peau ou un cancer de n'importe quel organe, la cellule cancéreuse, c'est toujours une anomalie génétique au Mhm, départ, qui peut être, c'est une somme d'anomalies génétiques. Hein. mhm. On dit qu'il faut entre 10 et 20 mutations génétiques pour que la cellule, elle se transforme et qu'elle devienne cancéreuse. Donc, soit on part déjà de naissance avec quelques mutations Ouais. génétiques qui favorisent les cancers, et ça, on n'est pas égaux Mhm. devant voilà ce potentiel génétique vis-à-vis du cancer. Soit il y a des facteurs qu'on dit des facteurs cancérigènes, carcinogènes, qui vont favoriser ces mutations génétiques. Le principal facteur de risque des cancers de la peau, ce sont les rayonnements ionisants, les rayonnements qui vont casser l'ADN et faire ces Mhm. mutations génétiques qu'on reçoit tous les jours. Ces rayonnements, qu'est-ce que c'est? Ce sont les ultraviolets qu'on Ouais. reçoit tous les jours, toute l'année, que ce soit en hiver, en été, quand il fait beau, quand il fait pas beau, et vraiment les ultraviolets, on en reçoit pas seulement quand on est à la plage en Ouais, train c'est d'attendre ça. pour bronzer. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre. Mm. Et les ultraviolets, en fait, directement, ils vont casser les molécules d'ADN, donc nos gènes. Mhm. Ou alors ils vont abîmer le code génétique en faisant Ouais. des sortes de collages qu'on appelle des dimères de thymine au niveau donc des bases de l'ADN. Et puis, on a tout un système de réparation, des enzymes qui passent sur l'ADN et qui disent, ah là, ça a été cassé, je vais refaire. Ah là, D'accord. les bases, elles ont été abîmées, je vais refaire. Et là, pareil, on n'est pas égaux au niveau de la réparation de l'ADN parce qu'il y a des gens qui vont réparer bien comme il faut. C'est comme recopier un texte. Hein. Si vous D'accord. recopiez un texte 25 000 fois au cours de votre vie, il y a quand même des chances qu'il y ait des petites fautes Oui. d'inattention. C'est pareil. Voilà, c'est pareil pour les enzymes qui s'occupent de réparer l'ADN.
ils font des erreurs. Et s'ils laissent des erreurs au niveau des zones de mutation génétique qui sont importantes pour éviter de se transformer en cancer, et ben malheureusement, c'est des mutations qui s'accumulent sur une vingtaine d'années à peu près. Et puis au D'accord. bout du compte, la cellule, elle devient autonome dans sa prolifération. Et c'est ça une cellule cancéreuse. C'est une cellule qui se multiplie et qu'on ne peut plus freiner à moins de l'enlever. D'accord. Mais donc tu disais voilà, il y a au final les rayons UV là sont Mm, malheureusement un peu nos ennemis là-dedans. Mais d'ailleurs quand on parle des rayons UV, on parle bon bien sûr du soleil, mm. mais parce que en fait on entend souvent parler, notamment des gens, même des amis à moi qui viennent me dire, mais justement pour me préparer au soleil, pour pas que je prenne de coups de soleil, est-ce qu'il faut pas que je fasse des UV avant artificiels pour me préparer? Qu'est-ce que voilà Ça n'a ça? Ça n'a pas de sens. Les UV artificiels, ça a été montré que c'était malheureusement responsable d'épidémies de cancer de la peau. Euh, c'est- ne serait-ce que faire une séance d'UV dans sa vie avant l'âge de 30 ans, ça augmente le risque de cancer de la peau. D'accord. Donc, ça devrait être interdit. Je crois que d'ailleurs le syndicat national des dermatologues se bat pour que ce soit interdit. Alors, c'est de plus Ouais. en plus restreint. C'est interdit aux mineurs, c'est interdit d'en faire de la publicité, Oui, c'est voilà. interdit Mm. d'avoir des offres promotionnelles, voilà, pour 10 séances achetées, une offerte, ce genre de choses. Mais ça reste, il y a quand même un lobby, hein, c'est normal, il y a des gens qui vivent de Qui en ça, vivent, donc ouais. qui, eux, défendent leur activité, mais c'est une activité qui est très dangereuse pour la santé. On a déjà une exposition naturelle à ces rayonnements qui sont dangereux, n'en rajoutons pas, quoi. Donc non, on peut pas préparer sa peau. Il faut vraiment comprendre que le bronzage, c'est une réaction naturelle du corps pour se défendre vis-à-vis des UV. Il faut que les UV aient commencé à casser l'ADN Mhm. pour que la cellule envoie le kératinocyte, la cellule d'épiderme, elle envoie des signaux au mélanocyte en disant je me fais casser la gueule, aide-moi. Et le mélanocyte va dire, OK, je vais fabriquer de la mélanine qui ressemble à un petit chapeau noir, si vous voulez, D'accord. et qui va donner cette mélanine au kératinocyte. Le kératinocyte va le mettre devant son noyau, comme ça. Donc, les petits grains de mélanine, ils se disposent comme ça. Parce que la mélanine, comme c'est un pigment qui est foncé, qui est coloré, quand les UV vont arriver en fait Mhm. par-dessus, la mélanine va absorber les UV D'accord. plutôt que ce soit le noyau qui est en dessous. Je Directement, mime ouais. bien le noyau, le noyau en dessous, qui lui reçoivent les UV et se fasse casser l'ADN. Donc c'est pour ça que le bronzage, c'est vraiment une réaction de défense, un peu D'accord. comme quand on dit il n'y a pas de fumée sans feu, bah il n'y a Mm. pas de bronzage sans dégâts de l'ADN. On ne peut D'accord. pas bronzer sainement. Il y a beaucoup de gens Sainement, ouais. qui me demandent, oui, mais Mm. est-ce que c'est quand même bon pour la peau de bronzer? Non. La peau, Oh, c'est le seul organe qui a développé une défense vis-à-vis mhm. voilà, d'un rayonnement extérieur, d'un facteur extérieur pour se D'une protéger agression des extérieure au cancers. final, ouais. Mm. Ouais. Dans aucun autre organe du corps, Mhm. vous avez ça. Dans les autres organes du corps, il y a les systèmes de réparation de l'ADN, ça c'est toujours valable. Il y a l'immunité, les globules blancs qui essayent de vérifier qu'il n'y a pas de cellules qui deviennent cancéreuses. Ça c'est valable pour la peau aussi. Mais il n'y a aucun autre organe où la sélection naturelle Mhm. a, a, a fait que les gens qui n'avaient pas ce système de mélanine, Ouais. les albinos par exemple, Mhm. ben malheureusement avaient une espérance de vie qui faisait qu'ils pouvaient même pas se reproduire en fait. D'accord. Quand l'espérance de vie elle est inférieure à l'âge de 30 ans, je parle hors contexte médical, etc. Et une personne albinos, si vous la laissez en Afrique sans protection Mhm. particulière, les cancers de la peau vont être tellement précoces chez cette personne que malheureusement, elle va certainement D'accord. pas atteindre l'âge de 30 ans. Donc, au cours de l'évolution naturelle, eh bien, les personnes qui avaient des capacités à sécréter de la mélanine, à fabriquer de la mélanine, ont Mhm. été sélectionnées. C'est pour ça qu'en Afrique, le phototype naturel est plus foncé. Parce que Bien sûr, ouais. s'il y avait des gens blancs qui naissaient en Afrique à l'époque où il n'y avait pas de protection solaire, etc., au revoir. Oh, direct, ils survivaient moins, forcément. D'accord. C'est ça. Mais c'est super intéressant. Alors, je rebondis juste sur une ou deux questions qui ont été posées. Oui. En fait, parce qu'il y avait marqué, voilà, est-ce qu'on va prendre des compléments pour protéger la peau? Je sais que ça, voilà, ça revient aussi souvent des compléments, alors soit pour qui peuvent aider à bronzer ou qui protègent la peau. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Les compléments alimentaires Mm. disponibles en pharmacie, voilà, dont le but est d'accompagner l'exposition solaire, etc., sont des compléments qui contiennent des caroténoïdes. Les caroténoïdes, dire des précurseurs de la vitamine A qui, quand ils sont pris en grande quantité, donnent une coloration un peu orangée à la peau.
Ils ont également des pouvoirs qui sont antioxydants, c'est-à-dire qu'ils peuvent aider les cellules à gérer quand il y a une grande quantité de radicaux libres. Les UV font fabriquer des radicaux libres aussi. Donc sur le papier, en théorie, ça a l'air assez séduisant. On se dit, d'une part, ça va rendre la peau un peu orange, un peu bronzée, donc voilà, ça peut donner un aspect bronzé. Et d'autre part, leur effet antioxydant peut aider les cellules à gérer les radicaux libres. Dans les faits, ça n'a jamais montré d'intérêt en prévention des cancers de la peau, ça c'est clair et net. Et puis même en prévention en fait des dégâts liés au soleil, liés aux UV non plus. Donc D'accord. finalement les gens les utilisent plutôt pour la coloration un peu orangée que D'accord. ça va donner à leur peau. Et quand on est un peu orangé, ben on voit moins les premiers coups de soleil, la petite Hmm. rougeur qui est Oui. initiale, qui est le signal d'alerte en fait de la D'accord, oui. peau qu'elle est en train de se faire casser la gueule. Et donc c'est ça qui fait que ça permet d'accompagner en fait le début des expositions parce qu'on se rend moins compte qu'on crame. Ouais. D'accord. Mais C'est pas quelque chose qui est recommandé ouais. par les dermatologues comme produit. La seule indication qui est quand même plus validée, c'est les personnes qui font des allergies au soleil, ce qu'on appelle les D'accord. lucites. Dans ce cas-là, on leur recommande ce type de produit pour justement essayer de minimiser peut-être l'apparition des composés allergisants à Hmm. cause des UV D'accord. qu'on Et, subit. euh, et je me demandais un peu là, parce que expérience un peu personnelle par rapport à tout ce que tu dis, pour savoir à quel point c'est vrai. Enfin, voilà, l'été, j'allais à la plage, ainsi de suite, et j'avais souvent ma mère qui me disait de faire attention, de me mettre à l'ombre, de mettre de la crème solaire, de pas m'exposer, voilà, entre midi et 16 heures, tout ce qu'on se dit. Mais elle m'expliquait justement parce que si je faisais ça jeune, j'allais entre guillemets même cramer un peu mon capital soleil. C'est cette notion de capital soleil, est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est au final par rapport à ce que tu dis, est-ce que c'est vraiment réel? C'est réel, c'est-à-dire qu'on parle de capital soleil pour désigner en fait notre notre capacité de réparation de l'ADN. Le capital soleil, ça rassemble plusieurs choses. Ça Mhm. rassemble notre capacité de réparation de l'ADN, notre capacité de fabrication de mélanine et finalement tout ce qui fait qu'on va pas faire de cancer de la peau. D'accord. Et nous ne sommes vraiment pas égaux en termes de capital soleil. On peut deviner que, par exemple, moi, j'ai un peu plus de risque que toi parce que ma peau est plus claire. Mais si Mhm. ça se trouve, on ne sait pas. Moi, j'ai des capacités de réparation de l'ADN qui sont comme ça. Énorme. Et toi, un peu plus Un peu faible. moins. Hmm. Je dis n'importe quoi, Oui, hein, oui, non, mais mais c'est pour voilà, c'est comprendre, ouais. pour schématiser. Et donc peut-être que toi et moi, en fait, on a le même capital soleil. Sauf D'accord. qu'en fait, on ne peut pas deviner. Mhm. C'est comme si tu as une somme d'argent et que tu Mhm. commences à aller faire les magasins. Tu comprends que si tu claques tout dès le début dans les premiers magasins, eh bien, il y a de grandes chances que tu te trouves à découvert avant d'avoir fini le bout de la rue. Si par contre, dès ton plus jeune âge, tu fais un peu plus attention, tu économises, eh bien, tu as plus de chances d'arriver au bout de ta vie et qu'il te reste un peu de ce capital et jamais de cancer. Donc D'accord. c'est pour ça que c'est important de se protéger. Et puis, on sait que les antécédents de coups de soleil dans l'enfance, c'est vraiment un facteur de risque de mélanome. D'accord. Donc, donc le coup de soleil, c'est quand la peau elle est brûlée, c'est qu'il Mhm. y a à peu près, on va dire 50% quand la peau elle pèle, c'est qu'il Ouais. y a 50% des kératinocytes qui sont morts en fait. Mais morts, non pas parce que les UV les Mhm. ont cassés, c'est un ensemble comment dire, de phénomènes de nécrose, c'est-à-dire que c'est vraiment les cellules qui se font quasiment exploser, quoi. D'accord. Donc il y a la nécrose, il y a l'apoptose, c'est-à-dire les cellules qui se laissent mourir parce qu'elles sont tellement abîmées qu'elles se laissent D'accord. mourir. 50% des cellules comme ça sont éliminées, ça pèle, hein, les lambeaux qu'on connaît et tout. Mais le problème, c'est pas les cellules qui partent, elles sont parties. Le problème, c'est la moitié qui reste de cellules qui a reçu exactement autant d'UV que celles Ouais. qui sont mortes. Mais elles ont un peu réussi à se réparer. Ah, elles Hmm. sont un peu comme ça, quoi, un peu bizarres. Seulement, quand on va remettre un tout petit peu d'UV par-dessus, il suffit que les mutations génétiques elles tombent au bon endroit, et après, on a un cancer. D'accord. C'est très clair. Au moins, ça permet de bien comprendre un peu à quoi on joue au final quand on s'expose. Et je sais qu'il y avait On a plusieurs. Nat Marthe qui nous dit justement, même mon Ouais. capital soleil, je l'ai cramé en étant enfant. Les parents étaient fans de soleil. J'en suis à mon quatrième mélanome. Hmm. C'est dur, là. C'est dur. Rien un carcinome sur le visage, enlevé il y a 3 semaines. Courage, Nat. Ça va Ouais. s'arrêter. C'est chaud. Beaucoup de courage, ouais.
Et justement, pour revenir sur aussi d'autres questions qui étaient posées, mais qui rejoignent une des questions que je voulais absolument te poser, c'était au final, t'as parlé au début qu'on pouvait naître avec voilà, des facteurs génétiques qui pouvaient Mm, favoriser ou pas, mais aussi c'est intéressant de bien comprendre sur qui sont les personnes les plus à risque au final, mm. et ça lie aussi les questions. Et du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont absolument pas à risque? Ou malgré tout le monde est à risque et surtout, bon, quelles sont les personnes qui doivent le faire le plus attention? Je pense que c'est assez important qu'on ait bien toutes ces informations-là. Alors, les personnes qui doivent faire le plus attention au soleil et voilà, essayer de s'auto-dépister, de regarder sa peau, de dire est-ce que j'ai pas une nouvelle tache, un Mhm. grain de beauté un peu bizarre, etc. Sont les personnes pour qui, déjà, quand on les regarde, on se dit, oh là là, elles, leur peau, visiblement, elle se défend mal du soleil. Ce sont les personnes qui ont un phototype clair, donc qui ont peu de mélanine, voilà, genre moi. Mais genre, moi, je suis blanche, j'ai pas de mélanine, mais je n'ai pas de taches de rousseur non plus. Les taches de rousseur, c'est un autre type de mélanine, donc les taches de rousseur qu'on peut avoir au niveau Ouais. du visage, voilà, au niveau du décolleté, etc. Mhm. Ça signifie qu'on fabrique une mélanine particulière, qui s'appelle la phéomélanine. Tout le monde ne D'accord. sait pas la fabriquer. Et cette mélanine, au lieu de protéger du soleil, elle protège pas du tout. Et en plus, elle se dégrade en fabriquant des radicaux libres. Donc c'est la double peine, quoi. C'est-à-dire qu'elle protège rien et en plus elle aggrave les lésions. Donc quand on a des taches de rousseur, les taches de rousseur ça va toujours avec un phototype clair. Hein. On ne peut pas Ouais. être noir et avoir des taches de rousseur, c'est pas possible. Donc quand on a des taches de rousseur, c'est un autre signal d'alarme que notre peau elle se protège très mal du soleil. D'accord. Et puis les taches de rousseur, elles apparaissent sur des zones qui sont exposées de manière chronique. Mhm. Donc je vois des fois des enfants, hein, Mhm. 5-6 ans, qui ont déjà des taches de rousseur sur le visage, parce qu'ils jouent dehors, parce qu'il y a la récréation, etc. D'accord. Donc vraiment, il faut se protéger plus quand on voit qu'il y a des taches de rousseur. Donc ça, c'est pour les personnes où on se dit, là déjà, rien qu'en les voyant, elles se protègent, et il faut bien les protéger du soleil. Il y a aussi les personnes qui ont beaucoup de grains de beauté. Quand on a plus d'une cinquantaine de grains de beauté dispersés un peu sur l'ensemble du corps, ça veut dire que nos mélanocytes, nos cellules qui fabriquent la mélanine, qui peuvent fabriquer les mélanomes aussi, sont Mhm. déjà un peu, voilà, un peu foufou, quoi. Déjà, ils Ouais. ont tendance à mettre des grains de beauté partout. Donc, il suffirait qu'on leur rajoute on les chauffe un Un peu, petit quelque chose, bref, voilà. des mélanomes. Voilà. Donc, quand on a beaucoup de grains de beauté, c'est aussi une raison de se protéger de plus, et puis une raison de se dépister, de regarder Ouais. sa peau. Alors, je sais que c'est difficile pour les gens qui ont beaucoup de grains de beauté, parce qu'ils ont l'impression d'avoir une constellation Mhm. sur le bras, par exemple, et que comment savoir s'il y a une nouvelle tache au milieu. Ouais. Vous avez un outil qui est là actuellement, tous dans vos mains, qui s'appelle votre smartphone et qui ne sort pas de votre main ou de votre poche de toute votre journée. Servez-vous-en. Faites des photos de votre avant-bras, par-dessus, par-dessous, du bras, etc., par zone. Vous les envoyez par mail ou vous les gardez sur un cloud en stockage en fait. Et une fois par an, que vous ayez un dermatologue ou pas, hein, parce que les Mhm. gens nous disent toujours ah mais on n'a pas de dermato et tout. Votre corps, c'est vous les premiers Exactement. qui pouvez faire quelque chose avec. Donc quand vous avez un doute, ou bien de manière annuelle systématique, mais c'est vrai que quand on a un doute, on se dit ah tiens ce bouton-là il me paraît bizarre. Là Mhm. déjà ça commence à cogiter dans la tête. J'ai un Ouais. cancer, C'est le truc. premier. Ouais. Non 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 non. Je vais prendre la photo que j'ai prise l'année dernière. Et je regarde, je compare à la photo, et ah non, en fait, cette tache, je l'avais, elle a absolument pas bougé. Le stress diminue, déjà. Ça Donc ça, sert. c'est une bonne chose. Si par contre, ce truc est vraiment nouveau, puis il est bicolore, et l'année dernière, je l'avais pas. Je contacte mon médecin généraliste ou mon dermatologue ou directement un chirurgien pour enlever cette lésion qui, de toute façon, si elle est nouvelle et atypique, devrait être enlevée. Ouais. Donc, les patients, vous êtes les propriétaires vraiment de ce diagnostic. Merci beaucoup, c'est important voilà, de voir, en effet, on connaît notre corps et aussi on peut se surveiller. J'ai vu que dans les Mm. commentaires, il y avait plusieurs personnes qui le disaient. Vous pouvez, alors je fais un petit peu de communication, aller sur le site sauver-ça-peau.fr où il y a justement toutes les informations sur comment s'auto-examiner et Mm. regarder en effet, mais c'est ce que disait Audrey, c'était on se connaît, il faut se regarder, Mm. se surveiller et c'est déjà une première étape.
C'est Euh, souvent l'évolution qui va faire qu'une lésion va être oui, suspecte. C'est quand elle se modifie. Un mélanome ou un carcinome, par définition, il y a un moment où ça apparaît et puis petit à petit ça augmente. Ça peut être très progressif, surtout pour les carcinomes, ça peut être vraiment genre 1 millimètre tous les 6 mois. Mais une lésion qui se modifie ou quelque chose qui cicatrise pas bien. Vous avez une sorte de croûte, un hmm, bouton. Vous vous souvenez pas, vous êtes écorché. Alors, bien sûr, si vous vous êtes écorché oui. et que le bouton et que le grain de beauté saigne, ça, on est tous d'accord, c'est pas dangereux. Mhm. Là aussi, vous pouvez diminuer le stress. Oui, c'est important de le Mais dire. par contre, ouais, c'est important de le dire parce qu'on a tous les jours des gens qui arrivent au cabinet en disant ah, je me suis écorché mon grain de beauté là sur le bras, Oui, il va se transformer en cancer tout de suite. c'est ça. Non, le traumatisme mécanique ne transforme pas quoi que ce soit en cancer. Par contre, grain de beauté qui saigne, c'est dangereux. Mhm. C'est un grain de beauté qui saignerait tout seul, comme une espèce de petit bourgeon de chair, une croûte qui Hmm, cicatrise jamais. Ça, c'est très louche. Et en général, on biopsie ou on opère. Et j'ai oublié de dire dans les facteurs de mhm. risque de cancer de la peau, de mélanome, de carcinome, s'il y a plusieurs personnes dans votre famille qui ont déjà eu des mélanomes ou des carcinomes, surtout s'ils les ont eu assez jeunes, avant l'âge de 50 ans, on va dire, pour résumer, ben, ça veut dire que vos capacités de réparation de l'ADN au niveau de la peau, elles sont peut-être pas super. Donc, protégez-vous bien, dépistez s'il y a d'autres personnes dans votre famille, vos parents, votre sœur, etc., qui ont déjà eu des cancers de la peau. Bah, je pense que ça va faire une bonne transition un peu avec la prochaine étape de ce live, puisqu'on va accueillir deux personnes qui ont des expériences assez différentes, mais qui vont Mm. pouvoir apporter beaucoup à notre discussion. Donc, je vais les accueillir tout de suite. Alors, juste le temps qu'elles puissent rentrer sur Se le live, connecter. se connecter. Hop. Alors, je vois une question dans les commentaires, je vais répondre aux Oui. commentaires pendant ce temps. Faut-il mettre de la crème solaire aux tout petits moins de 6 mois, même en l'absence d'exposition solaire? Non, les tout petits moins de 6 mois, ils doivent être protégés par de l'ombre. Et les petits, ils sont vraiment à risque de déshydratation avec la chaleur surtout. Donc en fait, un tout petit bébé, il doit rester à l'ombre, tout simplement. Donc pas de, à moins que vous ayez une activité spéciale vraiment organisée à l'extérieur, mais je pense qu'à moins de 6 mois, un bébé, il a rien à faire au soleil. Bon, Ah, tout le monde est là, on tout dirait le monde est déjà. là. Ça allait très vite. Bonsoir. La technique a bien marché. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Océane. Bonsoir Camille. Alors Bonjour. très rapidement, je vais vous laisser vous présenter surtout, mais pour expliquer un peu à tous ceux qui sont là avec nous. Océane, tu vas pouvoir un peu nous parler de la relation toi que tu as vis-à-vis de ce sujet et la manière dont tu t'es aussi engagé à ta manière par rapport vis-à-vis des cancers de la peau. Et Camille, qui a le compte Instagram Possible, qui parle de dermatillomanie. Tu vas toi-même un peu nous expliquer ça et parce que aussi tu as toi-même eu un mélanome il y a quelques années. Donc, si on peut peut-être Océane, voilà, j'ai fait ça très vite, mais pour vous laisser un peu aussi la possibilité de développer. Donc, Océane, si tu veux bien commencer. Ok. Moi, j'ai ma maman en fait qui a été diagnostiquée donc d'un cancer de la peau. On en parlait tout à l'heure, c'était un carcinome épidermoïde. Et donc j'avais une vingtaine d'années et donc suite à ça, en fait, il y a tout ce qui est lié en fait à la relation avec ma maman et qu'est-ce qu'on a envie de faire pour essayer d'aider la personne qui traverse ça. Et puis ensuite son parcours aussi personnel de ben forcément notre relation au soleil elle change, elle évolue. Et puis les années passant, en fait, j'ai eu envie de m'engager même un peu plus dans que ce soit l'aide que je pouvais apporter en fait pour les personnes qui traversent ça, que en termes de sensibilisation, essayer de faire passer le message, puisque même moi en fait mon rapport au soleil a vraiment évolué de façon très progressive. Et donc, j'ai décidé de créer une marque en fait de vêtements anti-UV vraiment pour aider au quotidien sur la protection solaire, pour faire très court. Voilà, première présentation, après on pourra, on Voilà. reviendra bien sûr dessus parce que c'était déjà, t'as dit pas mal de choses très intéressantes. Et toi, Camille? Du coup, moi, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans et en fait, j'ai été atteinte pendant 15 ans de dermatillomanie. Donc, c'est un trouble qui touche la peau, qui est pas du tout connu, qui est un TOC via lequel on va sans cesse gratter, triturer toutes les imperfections qu'on a sur la peau, que ce soit la peau du visage ou la peau du corps. Et en fait, via ce trouble, on a un rapport à notre peau qui est assez perturbé.
Et dans mon cas, je faisais en fait tout pour diminuer mes imperfections et j'avais identifié que le soleil était plus ou moins un allié belle peau parce que dès que je m'exposais au soleil, ma peau était beaucoup plus belle. Enfin, j'avais l'impression qu'elle était bronzée, que toutes les boutons s'asséchaient, etc. Sauf que bah du coup, je me suis beaucoup exposée quand j'étais jeune, ado, etc. J'ai eu une fois j'étais brûlée au second degré sur le visage parce que j'étais au ski, en plus en ski de printemps et j'ai pas mis de crème. Donc là, j'étais complètement brûlée avec des cloques, etc. Et ça m'a pas suffi. Après, j'ai continué tous les étés à m'exposer. Enfin voilà. Et c'est vrai que sur le coup, ma peau était mieux. Mais il y avait toujours un effet rebond. D'ailleurs, après, à la rentrée, les boutons ressortaient, etc. Et en fait, au fil du temps, ma peau a commencé à s'abîmer. J'ai eu de plus en plus de taches pigmentaires. Et à 21 ans, j'ai développé un mélanome de catégorie 1 sur un grain de beauté qui était là au niveau de la thyroïde. Et donc, c'est une zone qui est en plus hyper exposée, enfin, même quand on a des débardeurs, des t-shirts, etc. Et voilà, donc j'ai dû me faire retirer. Enfin, je pense qu'on en parlera plus en détail après, mais oui, j'étais quand même assez jeune, j'avais 21 ans et j'avais déjà un cancer de la peau, quoi. D'accord, ben, merci pour déjà cette présentation. Et, Audrey, hein, je te laisse bien sûr réagir totalement dès que tu veux. En fait, tu m'as vu acquiescer pendant toute pendant tout la présentation, que ce soit d'Océane ou de Camille, parce que bah, c'est vrai que là pour Camille, quand je l'entends dire que le soleil était son allié belle peau au départ, parce que c'est vrai que quand on est bronzé, en plus de nos jours, en France, quand on est bronzé, c'est considéré comme un signe de bonne santé, de bonheur. Et donc, il y a vraiment un impact un peu sociétal sur notre rapport au bronzage qui est particulier, qui est pas du tout le même si on vit en Asie ou en Australie ou dans d'autres pays. En Asie, les femmes se mettent un masque, une cagoule, les combinaisons entières pour pas avoir de bronzage, pas avoir de taches, parce que les taches, ça apparaît très rapidement. Comme tu disais, en quelques années, la peau se dégrade et fabrique des taches pigmentaires. Et quand on est déjà à ce stade-là, c'est très difficile de revenir en arrière. Alors, en étant jeune, quand on arrête vraiment l'exposition, on peut revenir un peu en arrière, mais toutes les femmes qui viennent me voir et qui ont déjà 40, 50 ans avec des taches pigmentaires, quand on doit leur expliquer que leur comportement vis-à-vis du soleil doit être radicalement différent, c'est difficile de changer ses habitudes, voilà, de loisirs. Moi, je me souviens d'une dame à qui j'expliquais que ce serait bien quand elle se baigne, en fait, de garder un t-shirt. On parlait des vêtements anti-UV justement à l'instant. Ce serait bien de mettre un t-shirt anti-UV pour se baigner. Et donc, elle me regarde en disant, mais comment je vais faire pour bronzer sur le bateau si je garde mon t-shirt? Et là, j'ai compris qu'en fait, on ne se comprenait pas. C'était pas possible. On était sur deux planètes, quoi. Et j'ai dit, ouais, effectivement, le but là, c'est que vous vous mettiez plus dans des situations où vous attendez de bronzer. Vous pouvez avoir des loisirs, bien entendu, faire du bateau, etc. Mais vous mettre dans des situations d'attente de bronzage, d'attente de vous faire casser la peau, c'est pas possible. Donc, Et compliqué. ouais, totalement. Et là, on peut peut-être revenir aussi un peu sur Océane, parce que là, on va dire, tu peux avoir deux approches aussi par rapport à notre discussion. Déjà, je pense, parce que c'est vraiment important de le dire, en effet, le côté prévention solaire que tu développes avec ta marque de vêtements, parce que, enfin voilà, ce que j'entends souvent aussi, et même ce qui était un peu dans les commentaires qui revenaient, c'était, mais en gros, quelle crème solaire faut-il mettre? Voilà, quelle crème solaire utiliser? Alors qu'au final, bon, outre le fait de ne pas aller au soleil, de rester à l'ombre autant que possible, la première protection, c'est les vêtements. Oui, en On fait, est d'accord. sur le constat, en fait, après le diagnostic de ma maman, c'est qu'on lui dit donc, bah, justement, capital soleil à zéro, faut changer complètement les habitudes. Et donc, en général, les recommandations qui passent, c'est ben, bon, forcément l'ombre. Après, vraiment avoir l'habitude de mettre de la crème avec un indice 50 quotidiennement. Et puis ensuite, donc les vêtements, la façon dont on va s'habiller.
Et là, en fait, ça a été compliqué pour elle parce que sur les vêtements aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des coupes qui vont être modulables, donc qui vont s'adapter en fonction de l'exposition qu'on va avoir au cours de la journée. Et puis aussi des tissus qu'on va avoir envie de porter au quotidien et qui vont apporter justement être sûr de la protection qu'on a. Le constat, donc c'est la Skin Cancer Foundation qui avait réalisé une étude sur des t-shirts en coton standard dans le commerce avec un UPF en fait en moyenne de 10. Ce qui veut dire que même si on a le sentiment d'être protégé, en fait, et c'est quand même le cas, ça apporte une protection minimale, il y a quand même les UV qui passent à travers. Et donc, quand on a ces problématiques de peau où vraiment on a besoin de minimiser au maximum l'impact des UV, on veut être sûr d'avoir l'UPF 50 et de vraiment minimiser, surtout que l'exposition, Audrey le disait tout à l'heure, c'est pas seulement à la plage et quand on est à la piscine, c'est vraiment tout le temps en permanence dès qu'on est en extérieur. Et donc, l'objectif avec Ombrelle, c'est vraiment de créer ce prêt-à-porter qui va permettre de se protéger dans le quotidien avec des coupes modulables. Donc, c'est le vêtement qui va s'adapter à notre journée, pas l'inverse. Et puis des tissus confortables, agréables, qu'on a envie de porter avec cette UPF 50. D'accord, merci beaucoup. Et Camille, j'avais une question. Alors, bien sûr, tu en parles autant que tu veux, mais tu as dit voilà que tu as eu un mélanome très jeune au final. Et la question, c'était un peu voilà, tu avais commencé à l'aborder, mais comment est-ce que tu t'en es rendu compte au final vraiment? Qu'est-ce qui a déclenché un peu peut-être le processus de dépistage précisément là-dessus? Et voilà, parce qu'on en parlait, en effet, il y a des personnes plus âgées qui développent des cancers de la peau, mais ça peut arriver à tout âge. Et donc voilà, comment ça s'est passé ce moment-là pour toi? Bah, déjà, ma mère a été enfin, je sais pas si on dit diagnostiquée, mais on lui en a trouvé un en même temps que moi. Elle, pour le coup, c'était sur le visage et c'était sur le front. Donc, c'est ce que tu disais, Audrey, tout à l'heure. On a dû faire une cicatrice qui était assez, enfin, longue, C'est quoi. Donc, grande. c'est toujours un peu embêtant. Et donc, voilà, je sais pas s'il y a un truc génétique ou pas, mais en tout cas, elle en a eu un en même temps que moi. Et en fait, moi, c'était le père de mon copain de l'époque qui m'avait dit, je trouve que t'as un grain de beauté qui est bizarre ici. Alors que moi, j'avais pas du tout remarqué, enfin, voilà, je pense qu'on se voit tous les jours et on fait pas attention. Et ce qui est fou, c'est que quand j'ai vu des photos de moi, même enfant, en fait, je n'avais pas ce grain de beauté. Donc, il est vraiment apparu avec le temps. Et cette personne m'a dit, je trouve qu'il est bizarre. C'est vrai qu'il était bicolore, il avait des contenus un peu irréguliers. Il m'a dit, tu devrais le faire observer. Et surtout qu'en plus, j'ai été en école de commerce et je partais 6 mois aux États-Unis en échange universitaire. Donc, il m'a dit, voilà, juste avant de partir, va chez le dermato, etc. Et donc le dermato a fait une excision, enfin l'a enlevé pour regarder, faire une biopsie. Et en fait, quand je suis arrivée sur le territoire américain et j'ai reçu le résultat comme quoi c'était un mélanome, et ils m'ont dit vous pouvez pas attendre 6 mois pour rentrer parce que ça peut évoluer hyper rapidement. Donc du coup j'ai fait enlever 1 centimètre tout autour directement à Boston. Ils ont des super hôpitaux là-bas, surtout pour la peau. Donc ça s'est très bien passé, mais voilà, c'était vraiment l'observation de quelqu'un d'extérieur qui m'a permis de me rendre compte de ça en fait. D'accord. Ouais, comme je disais tout à l'heure, la progression, elle peut être très lente et donc on se rend pas compte que ça augmente. Et si on a par contre une photo, hein, comme tu disais, ça c'était pas présent quelques années avant, et ben c'est louche et ça peut pousser à faire une exérèse, donc une opération ou une biopsie. Quand la lésion est assez petite, on l'enlève directement en entier. Quand c'est quelque chose de plus gros où on a quand même un doute, est-ce que c'est cancéreux, est-ce que c'est pas cancéreux? Si c'est pas cancéreux, on veut pas forcément faire d'emblée une balafre aux gens. On peut faire une biopsie, donc prélever 2 millimètres de la lésion qu'on fait analyser et en 2 semaines à peu près on a le résultat. Donc, Mais c'est vrai que je me dis que si ça avait été sur une zone moins exposée, enfin je sais pas, à l'intérieur de la cuisse ou dans le dos ou autre, j'aurais pu ne pas le voir quoi. Donc ouais, ça peut pousser pendant longtemps. Donc les proches ont quand même un rôle. Donc quand vous voyez quelque chose, oui, qui vous paraît bizarre, parce qu'en fait l'œil humain est très fort. Hein. On parle je vois dans les commentaires les règles ABCD, etc. Mais sans parler même de ce qu'on appelle les algorithmes de décision. L'œil humain, on a l'habitude d'en voir des grains de beauté. Depuis que vous êtes petit, vous voyez d'autres êtres humains et vous voyez des grains de beauté. Donc ce qui est normal, votre cerveau il l'a enregistré. Et quand
quand vous voyez quelque chose qui vous paraît anormal, ça justifie toujours d'aller le montrer. On parle de la règle du vilain petit canard. C'était un de mes anciens chefs de service, le professeur Grob à Marseille, qui me disait le vilain petit canard, ça va être une lésion qui est différente des autres, parce qu'on a un peu tous comment dire, on a chacun un peu le même type de grain de beauté. Ça va être des petits points, par exemple, marron foncé, ou bien des grains de beauté plutôt en relief, voilà. Et si vous avez parmi vos grains de beauté un qui ressemble pas aux autres, ça c'est le vilain petit canard qui va vous pousser à consulter aussi. Et, et tu parlais justement, Audrey, du rôle des proches, aussi, Mm. donc à la fois dans la détection des cancers de la peau, mais il y a aussi le rôle des proches une fois que la personne est diagnostiquée avec un cancer. Et c'est vrai, Océane, là-dessus, tu nous as dit au moment de ta présentation que ça avait changé les choses pour toi aussi sur ta vision, par exemple, du soleil, en fait, du risque solaire, des UV. Mais donc toi, quand ta maman a été diagnostiquée aussi, au final, comment ça s'est passé aussi? Et voilà, donc ça a débouché. On sait après, voilà, sur Ombrelle, sur ce que tu as monté. Mais aussi pour toi, voilà, voilà, qu'est-ce qui a changé, même sur tes habitudes, à toi aussi, et comment tu vois les choses. Ouais. C'est ce que je disais, en fait, on réalise plus vite pour les autres que pour soi-même. Et pour moi, ça a été vraiment très progressif, cette prise de conscience qu'il fallait que je fasse vraiment très attention à mon capital soleil. Et donc, petit à petit, dans un premier temps, forcément, plus s'exposer pour bronzer. Faire attention quand on est en exposition, de bien adopter des gestes qui sont recommandés. Et puis la prise de conscience, elle a vraiment été de plus en plus forte en fait, en me rendant compte et puis forcément en travaillant sur mon projet davantage parce que j'ai été face aussi aux statistiques, aux échanges, aux témoignages, où on prend vraiment conscience que c'est urgent de changer les choses maintenant, qu'on a vraiment des très mauvaises habitudes sociétale en fait de cette envie de bronzer et que ça a un impact vraiment hyper important, surtout si on a envie de profiter du soleil longtemps, parce que c'est pas forcément quelque chose de mauvais, ça veut pas dire plus jamais, c'est juste en fait enfin ce que disait Audrey, c'est un capital et faut en prendre soin quoi. Et du coup, ça a été vraiment, oui, me rendre compte que j'avais été exposée petite, j'avais eu des coups de soleil, que j'ai des taches de rousseur, que j'avais des mauvaises habitudes et que, en fait, si je veux pouvoir préserver ce capital, c'est maintenant qu'il faut vraiment radicalement changer en fait et en prendre soin. Je rebondis ce que tu dis, Océane, c'est un capital soleil vis-à-vis du risque de cancer de la peau, mais c'est aussi un capital vis-à-vis de ce qu'on considère comme la beauté de la peau, parce que les UV, ça va casser aussi tout ce qui est fibre élastique au niveau du derme, donc ce qui fait le côté un peu rebondi de la peau. Et donc, si on veut éviter d'avoir l'air tout flétri avec des taches, des taches brunes, des taches blanches, etc. Donc finalement, d'avoir l'air un peu vieux, hein, je mets ça entre guillemets, mais avant l'heure, on a tout intérêt à se protéger aussi. Donc même les gens qui sont pas dans l'optique de se dire je prends soin de ma santé et tout, et qui sont juste dans l'esthétique, et ça vaut le coup de se protéger aussi. Il y a pas de et pour les personnes qui demandaient en commentaire, est-ce que l'autobronzant, c'est une meilleure idée plutôt que de bronzer? Oui, l'autobronzant, c'est plus sain que de bronzer. L'autobronzant, ça réalise juste une oxydation de la mélanine, une oxydation de la kératine, pardon. Donc la petite couche de peau morte sèche là qu'on a sur la peau, si vous voulez, ça la caramélise. En fait, donc ça donne une coloration plus foncée, qui est juste une coloration de la peau morte, mais ça n'atteint pas la profondeur de l'épiderme. Le derme, c'est vraiment très superficiel. C'est pour ça qu'en quelques jours, d'ailleurs, ça s'atténue. Et c'est pour ça que c'est plus foncé sur les zones où il y a l'épiderme qui est plus épais. Donc si on en met au niveau des mains, des pieds, des coudes, notamment, ça va faire des auréoles un peu orange. Et tu en parlais, et je pense avec le témoignage de Camille aussi, c'est assez intéressant parce que tu disais voilà, il n'y a pas que les cancers de la peau, et c'est vrai, il y a les taches brunes, le vieillissement. Mais voilà, on a une relation particulière avec sa peau, la manière dont on la voit. Et Camille, toi, globalement, une fois voilà, que tu as découvert ça, au niveau de tes habitudes, tu en parlais, mais c'est en lien aussi avec ton compte Instagram, avec ce dont tu parles sur la dermatillomanie. Qu'est-ce qui a changé au final pour toi à partir de ce moment-là, aussi dans tes habitudes ou dans la manière de voir les choses un peu?
Bah, je pense, comme Océane, je me suis beaucoup renseignée aussi sur ça, sur le soleil. Et c'est vrai que j'ai découvert que, bah, au-delà des risques sur la santé, enfin, la crème solaire, c'était vraiment le meilleur anti-âge qu'on peut mettre comme crème au quotidien, quoi. Et ça, en C'est fait, on vrai. n'en prend pas conscience. Enfin, on se dit, enfin voilà, on est toujours attiré par ces trucs belle peau, etc. Mais en fait, j'ai vraiment compris ça. Et aujourd'hui, enfin, je pense que je suis limite dans l'état inverse. J'ai un peu peur du soleil, alors que je pense qu'il faut pas forcément en avoir peur dans le sens où ça nous permet de synthétiser la vitamine D et que faut pas non plus vivre reclus dans une grotte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'évite le soleil au maximum. Enfin, dès que je marche dans la rue, je me mets toujours à l'ombre. J'ai toujours une casquette dans mon sac si je mange en terrasse ou autre. Je mets toujours une crème solaire en dernière couche le matin sur mon visage. Et vraiment, quand je suis à la mer ou autre, ou toute la journée à l'extérieur, je remets tout le temps de la crème toutes les 2 heures. J'ai une crème qui est hyper protectrice. Je mets tout le temps du 50. Et surtout, je fais beaucoup enfin, d'éducation autour de moi sur ça. Parce que, bah, comme Océane, je pense, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens autour de nous qui sont pas éduqués sur ça, alors que c'est hyper important. Et je me dis, si je peux leur éviter, à mon âge, d'avoir les mêmes problématiques, sachant qu'aujourd'hui, j'ai aussi un masque de grossesse, donc j'ai des taches sur le front, et je sais que c'est lié, en fait, à toute cette surexposition. Et j'aurais jamais pensé à 20 ans que j'aurais eu autant de conséquences, en fait, liées au soleil. Et je pense que les jeunes de 20 ans qui nous écoutent aujourd'hui, elles se disent sûrement que ça leur arrivera pas à elles, alors qu'en Mm. si, quoi. Enfin, je pense qu'il faut vraiment, c'est quand c'est arrivé que c'est trop tard, il faut vraiment prévenir et voilà. Tu as tout à fait raison. C'est une fois que c'est trop tard, même si sur Internet vous voyez beaucoup de techniques miracles, des peelings, du laser, etc. Franchement, si vous pouvez vous en passer, c'est quand Mm. même mieux parce que c'est pas miraculeux. D'abord, c'est un coût. Ensuite, les résultats, c'est pas à 100%. Il faut un entretien, il faut refaire. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Ouais. Donc t'as bien raison. Et en fait, une fois qu'on a ces réflexes un peu vis-à-vis de la protection solaire, ce n'est pas quelque chose de contraignant. En fait, les gens s'imaginent tout de suite quand on dit se protéger du soleil, c'est qu'ils sont obligés d'être en burqa là, avec une tente autour d'eux en permanence. Non, ça peut être des réflexes tout simples. Vous allez déjeuner en terrasse, vous choisissez la table qui est à l'ombre. Au point. Ou s'il y a aucune table à l'ombre, à la rigueur, vous mettez dos au soleil. Comme ça, si vous êtes une fille, vous avez des cheveux longs, ça vous protège au moins la nuque. Et puis avoir une casquette, c'est bien aussi. Alors la casquette, attention parce qu'elle va protéger. Quand on met une casquette, ça protège en fait le front, le nez, mais ça protège pas du tout les joues et notamment les faces latérales du cou aussi. Elles Ah sont complètement exposées. Donc bon, c'est mieux que rien, mais il vaut mieux avoir un chapeau en fait qui ait un peu des bords la circonférence. ouais. Ça protège encore mieux. Et d'ailleurs, j'y pensais, enfin, j'y pense aussi et pour ça, parce qu'on me l'a dit, justement, qu'il faut faire attention aussi, au cas où pour les personnes qui seraient chauves, Mm. de bien faire attention Oui, au sommet du crâne. oui. Effectivement, le crâne, c'est une zone qui est horizontale, on va dire, par rapport à l'impact du soleil. Donc, c'est comme le dessus des épaules. On sait tous que le dessus des épaules, c'est une zone qui crame bien au soleil. Le crâne est exposé en permanence parce que autant les épaules, on porte des t-shirts quand même et tout, mais pas en marcel ou en soutien-gorge toute l'année. Mais le crâne est exposé 365 jours par an. Donc, c'est vrai que les hommes qui sont chauves assez jeunes, moi, je vois systématiquement en consultation, je peux dater entre guillemets l'apparition de l'alopécie ou de la calvitie parce que en fonction des dégâts du soleil. Donc, Et attention. après, on peut avoir, et c'est vrai que ça, j'ai quand même beaucoup de patients comme ça, des hommes où tout le dessus de leur tête n'est qu'un champ de cancer de la peau. C'est très compliqué au quotidien parce qu'il y a des plaies partout. Eh oui. Bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais alors si c'est à 85 ans que la personne a d'autres problèmes de santé, ça va pas être sa priorité. Mais si c'est à 60 ans, les gens sont actifs, ils ont pas envie d'avoir des soins à faire, de rendez-vous chez le dermato tous les 3 mois. Et tout. Bien sûr. Et j'y pensais notamment par rapport à ce que disait un peu Camille et par rapport à une question qu'il y a eu un peu plus tôt parce qu'elle était intéressante. Elle est revenue plusieurs fois aussi quand on a développé la campagne. Il y a plusieurs personnes qui nous ont contactés là-dessus. En fait, pour nous dire, mais au final, si je faisais opérer tous mes grains de beauté, si j'enlevais tous mes grains de beauté, si j'enlevais toutes les taches,
est-ce qu'au final, j'aurais plus de risques? Non, non, parce qu'en fait, déjà pour les carcinomes, bah, ils apparaissent sur l'épiderme, donc là où il n'y a pas de grain de beauté. Donc, à moins de se peler entièrement avec un épluche légumes, et c'est pas possible. Donc déjà, vous pouvez pas éliminer les carcinomes. Et pour les mélanomes, dans 80% des cas à peu près, ils apparaissent dans une zone où initialement il n'y avait pas de grain de beauté. Donc, par exemple, sur mon bras, bon, je ne souhaite pas avoir un mélanome, hein, mais bon, vous voyez que j'ai pas de grain de beauté là, bah, je peux très bien, et même si je développe un mélanome, il y a 80% de chances qu'ils sont dans une zone où initialement il n'y avait pas de grain de beauté. C'est que dans à peu près 20% des cas que c'est un grain de beauté préexistant depuis l'enfance, qui était tranquille, qui va se mettre à dégénérer et à se transformer en mélanome. Donc peut-être que dans ton cas, Camille, c'était un grain de beauté qui était, enfin, en tout cas une lésion qui n'était pas présente dans l'enfance et qui s'est développée voilà, entre 15 et 20 ans et qui est devenue atypique à ce moment-là. Ouais, mais après, je pense que, enfin, je suis pas sûre, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de phénotype qui peut plus facilement développer des mélanomes. Enfin, comme tu disais, moi aussi j'ai la peau très claire et j'ai aussi beaucoup de grains de beauté dans le dos. Mm. Je pense, je sais pas si c'est un facteur de risque, mais en tout cas aujourd'hui, je dois faire surveiller vraiment tous les ans tous les grains de beauté et la dermato regarde vraiment à la loupe tout. Oui, on en a parlé tout à l'heure, tu cumules un petit peu les facteurs de risque puisque tu as la peau claire, donc un phototype clair, tu as beaucoup de grains de beauté, ta maman a eu un mélanome aussi, donc là Et c'est j'ai bon, les yeux clairs aussi. on a le combo, le kit complet. Ouais. Mais Donc pour les personnes à risque, la consultation annuelle chez un dermatologue est recommandée. Si vous n'avez pas de dermatologue, bah, demandez à votre médecin généraliste de vous aider aussi. Et pour tout le monde, voilà, qu'on ait un phototype clair, pas clair, deux antécédents de mélanome ou quoi que ce soit, pour tout le monde, regardez vous-même votre peau, protégez-vous du soleil, ça c'est toujours valable. Même les phototypes les plus foncés, les personnes noires peuvent avoir des cancers de la peau. Bob Marley, il est décédé d'un mélanome. Voilà. Donc, chez les personnes noires, il faut vraiment faire attention au niveau des côtés des mains et des pieds ou des ongles quand il y a des lésions qui apparaissent à cet endroit-là. Parce que c'est possible aussi. Souvent, on se dit les personnes noires, elles peuvent pas avoir de cancer de la peau parce qu'elles ont une bonne protection naturelle. Et malheureusement, bah, personne n'en est indemne. je pense on va tout doucement arriver vers la fin de ce live. Je ne sais pas si vous avez un petit dernier mot à dire, un message vraiment important que vous vouliez faire passer aussi bah, par rapport au cancer de la peau de manière générale. Je Bah, crois juste se qu'Audrey, protéger. Moi, je vous laisse la parole. Je vous en prie. D'accord. Ouais. Bah, non, mais je vas-y, crois Océane. Ouais. Ok. Non, mais je crois qu'Audrey a vachement bien résumé. On est vraiment tous concernés. On a tous notre rôle à jouer. Et c'est vraiment qu'ensemble qu'on peut changer les choses et créer un monde protégé du soleil. Ouais, je suis totalement d'accord et voilà, enfin déjà se renseigner, en parler aussi autour de nous et voir quelles sont les conséquences de tout ça. Et en général, quand on a l'information, après on peut agir en conscience. Voilà, si quelqu'un sait Ça tout ça, fait son chemin. voilà. Mm. Mais si quelqu'un sait tout ça et qu'il veut continuer à s'exposer sans crème, bah voilà, au moins il est prévenu. Mais au moins qu'on sache les choses et qu'on agisse après comme il faut quoi. Voilà. Bah, Bah, de ouais, mon vas-y côté, je Audrey, vais juste rapidement. mettre en lumière les deux beaux projets que vous portez toutes les deux sur la peau, que ce soit toi, Océane, donc avec la marque de vêtements anti-UV de protection solaire donc, que tu as développée, ou que ce soit toi, Camille, pour parler de la dermatillomanie. Je sais que tu as sorti un livre récemment pour parler de ça, donc moi, je vous encourage à regarder tous leurs comptes respectifs pour vous informer là-dessus. Eh Ouais. ben, en tout cas, un grand Merci beaucoup. merci à Audrey, à Océane, à Camille pour vos témoignages, pour tout ce que vous avez apporté. Vous pouvez nous retrouver sur le compte Instagram Sauver sa peau, sur le site Sauver sa peau. Et parce que autant, voilà, on est dans la semaine pour sauver sa peau, mais faut bien se rappeler qu'on a toute une vie C'est toute pour en prendre l'année. soin. Ouais. Oui. Exactement.